monde et bienvenue à cette troisième rencontre des instantanés d'architecture. Je suis particulièrement heureux ce soir d'accueillir et de discuter avec les invités cette dernière effort de Georges Tessot. Merci beaucoup à Martin Bressani d'être parmi nous pour parler d'architecture. Et à Philippe aussi, qui a beaucoup participé à l'organisation de cette discussion. Je pense que c'est une magnifique occasion pour parler d'architecture, pour parler d'idées, pour cette magnifique profession qu'on a. Et en effet, très souvent, on a des conférences dans lesquelles on présente beaucoup de projets, mais notre profession, et les racines même de notre profession, sont des racines assez intéressantes, c'est-à-dire les racines intellectuelles. On n'a qu'à penser à Léon Baptiste Albert et en même temps des racines très concrètes. Et en effet, les architectes ils devaient contrôler les budgets, l'organisation du travail, etc. Donc, ce métier d'intellectuel constructeur qui est particulier à notre profession. Donc, je pense que des moments de réflexion sur l'architecture, sur l'espace, ils sont fondamentaux pour la construction d'un architecte complet. Très souvent, au moins dans les dernières 50 années, on assiste à la fragmentation des savoirs et je pense que c'est important d'avoir ces moments de réflexion et de mise ensemble aussi qui sont importants. Donc je ne prends pas plus de temps et je laisse la parole aux trois conférences. Merci Jean-Pierrot. Je vais d'abord remercier aussi les donateurs. Après avoir remercié le directeur de l'école d'architecture, je remercierai les donateurs qui ont permis à cette série de conférences de pouvoir exister. Je pense à la ville de Québec, à l'hôtel Germain-Dominion qui accueille nos invités. Je pense aussi au musée de la civilisation qui en fait nous accueille et qui donc nous permet de nous ouvrir vers l'extérieur et d'accueillir et de vous accueillir tous ensemble. Et plus particulièrement son directeur Michel Côté et Martin Leblanc, avec qui et grâce à qui ces expositions, ces présentations et toutes ces manifestations sont possibles. Je voudrais remercier aussi Anne Boisvert et Georges Tessot qui participent à la construction de ces conférences. C'est toujours beaucoup de travail. La prochaine conférence sera pour le 50e anniversaire des musées de la civilisation de Québec. Elle se fera en l'honneur de son architecte, Moshe Sathi, qui en fait a aussi créé plus de 10 musées. Et donc nous en profiterons pour faire une table ronde, à la fois une présentation suivie d'une table ronde, qui, si vous pouvez passer aux autres images, c'est moi qui fais ça ou c'est... C'est ce truc-là? Gauche et droite. Moi, je suis ni droite ni gauche, je suis ailleurs. Je vous présente donc cette exposition de Moshe Sathi et cette table ronde et sa présentation se fera sur l'évolution de la conception du musée durant sa carrière. Et je vous présente ici un de ces musées pour vous inspirer. Il a fait plus de 10 musées à Ottawa, Montréal, Savannah, et ici c'est le musée de l'Holocauste en Israël. Et la table ronde sera autour de l'évolution du rôle du musée dans la vie. Ensuite, je voudrais vous présenter deux choses. Je voudrais vous présenter l'exposition de notre ami Sébastien Chabert sur l'exception quotidienne, qui est en relation avec cette conférence dans la mesure où il s'agit d'intérieur et d'intériorité et de cette perception des intérieurs à travers les époques.
Et donc, cette exposition s'ouvre ce soir et il y aura un verre en célébration de cette exposition. Et au même moment, vous aurez le plaisir de pouvoir acheter le livre de Georges qui se fera un plaisir de vous signer. Et voyez cette exposition qui en fait présente des intérieurs. Je voudrais aussi présenter, vous encourager à aller à Montréal pour suivre le séminaire Félix Lambert du 16 novembre 2013, organisé par notre ami qui est ici dans la salle, Alexandra Ponté. Ce sont toujours des présentations, ce sont toujours des journées extraordinaires. Comme le disait le directeur de l'école, la réflexion et la pensée sont essentielles aux écoles d'archi. C'est aussi le travail de l'université de se diriger vers cette réflexion. Et je vous encourage à vraiment assister à cette série de conférences, puisqu'il y aura aussi M. Samuel Bernier-Lavigne parmi nous, qui fera une intervention remarquable et remarquée comme toujours. Là, nous allons parler aux choses sérieuses. Cette conférence, Georges Tissot, cette conférence a été spécialement organisée pour la présentation de son dernier livre, Walter Benjamin et les oniriques, publié aux éditions Hermann. Et nous remercions Martin Bressani, qui est venu aussi de McGill pour en faire une critique. Donc ce livre qui est là, Les maisons oniriques, finalement, la première page a été, je crois, c'est Martin, c'est toi qui a fourni l'image à Georges, à travers cette histoire d'une maison de Viollet-le-Duc. Il faut dire que Martin Bressani est un grand spécialiste de Viollet-le-Duc et il va produire un énorme volume sur ce personnage très très important du 19e siècle, à qui nous devons beaucoup et qui finalement est passé sous silence pour plein de raisons, mais que toutes les leçons de Viollet-le-Duc sont restées en cours et je suis sûr servent de base à certains de vos professeurs et de votre enseignement. Donc ce sera un grand plaisir de réinviter Martin Bressani lors de la publication de son livre. Georges Tissot a enseigné l'histoire et la théorie de l'architecture à l'IUV à Venise en Italie, à l'école d'architecture de l'université de Princeton dans le New Jersey aux USA, où il dirigea le programme de doctorat en architecture, ainsi qu'au GTA, Institut de théorie de l'histoire, au sein du département d'architecture de l'ETH, l'école polytechnique à Zurich en Suisse. Actuellement, il est professeur titulaire à l'école d'architecture de l'Université Laval de Québec, au Québec, Canada. Parmi de nombreuses publications traduites en 10 langues, on dénombre plus de 15 volumes, incluant Intérieur en 1988, Interior Landscape, publié par Rizzoli. En 1989, un livre en allemand sur les domiciles. Tu traduirais comment le titre? La maladie du domicile. En 1991, sur l'histoire des jardins, de la Renaissance à nos jours, en collaboration avec Monique Mosser, The MIT Press. En 1995, il publie l'introduction au volume de Elisabeth Diller et Riccardo Scopidio, Flesh, Architectural Probes, avec Princeton Architectural Press. Donc c'était un livre qui a eu tellement de succès qu'il a nécessité une réimpression en 2011, et on comprend vite pourquoi. En 1998, La pelouse américaine, c'est plus en arrière, mais c'est en avant, La pelouse américaine au CCA. Et en 1999, il dirige l'ouvrage The American Loan, publié par Princeton Architectural Press. En 2010, avec l'université de Coimbra, une anthropologie de ses essais a été publiée en portugais. En 2013, il publie une autre sélection en anglais intitulée A Topology of Everyday Constellation with the MIT Press. Et toujours, voyez l'importance et l'aura internationale de Georges Tissot, puisque
son livre est même revu dans les pays arabes, au Moyen-Orient, et ça c'est une critique de son livre dans cette revue Identity. Et en 2013, un livre sur Walter Benjamin, Les maisons oniriques, paru aux éditions Hermann. Concernant les publications d'articles, chapitres de livres, depuis 2010, j'en ai compté plus de 22. Donc je ne vous retracerai pas les 22, mais simplement je vous recommanderai de les regarder en ligne avec Anne. Nous allons mettre toutes ces publications d'articles, les chapitres de livres, ainsi que toutes les conférences et interventions en ligne, car je pense qu'il est très important de comprendre l'évolution d'une pensée qui appartient à notre contemporanéité et qui est en train de se faire, c'est-à-dire qui évolue et qui, en fait, on voit cette évolution à travers les différentes interventions. Et c'est quelque chose qui est à la fois très impressionnant à voir et à la fois très instructif pour votre éducation. Donc, je crois que ce sera fait dès demain. On va quand même parler de quelques interventions. Ecoscape et Holomorphic Project, deux projets par OSA, Open Source Architecture, qui a été publié par Architecture Expérimentale 1950-2012 par les éditions, par la collection du FRAC Centre, dont la directrice est Marie-Ange Breyer. Je vous montre la collection du FRAC ici, en exemple, puisque Georges a fait énormément de publications et d'écrits pour cette collection, et surtout pour architecture expérimentale, et qu'ensuite, Georges est aussi un spécialiste de l'architecture des avant-gardes des années 50-60 jusqu'à nos jours, et que ce lieu est aussi le lieu de ces années-là. Et donc Georges y a énormément de rapports, et il y a beaucoup contribué. Architecture de Seaborg, l'œuf et le cristal dans les années 60, qui a été publié en 2013, toujours dans Architecture expérimentale 1950-2012, dans la collection du FRAC Centre, dirigée par Marie-Ange Breyer. En 2012, The Diagram as Abstract Machine, dans Virus. En 2011, avec Olivier Jacques, et c'est ce qui explique cette image, Métropole Parasol. Il va y avoir, à propos du bâtiment de Jürgen Meyer, il va y avoir un certain nombre d'articles qui vont être publiés dans différents magazines. Et donc je me permets de vous référer à ce genre d'image pour comprendre l'intérêt que porte Georges au paramétrique et en fait l'importance de l'articulation de cette pensée qui est en train de se faire à travers les écrits de Georges qui sont très importants. En 2010, avec Olivier Jacques, Inhibiting a Spline, The Making of Métropole Parasol, qui est publié par Log numéro 19. En 2011, avec notre ami Samuel Bernier-Lavigne, Forme et information, chronique de l'architecture numérique, je pense que ça aussi c'est très important, qui est dans Action Architecture, sous la direction de Alain Guilleux, aux éditions de la Villette. Quant et voici le dernier, quant aux communications récentes et aux sélections récentes, j'en ai compté 18 de 2013 à 2000. C'est pour vous dire à quel point Georges Teyssot est prolifique. Je m'en mentionnerai simplement parce que là j'ai un poster, la conférence qu'il a donnée à l'École spéciale d'architecture de Paris en 2013, la ligne nomade, le diagramme comme machine abstraite. Il est sans aucun doute, si vous voulez, Georges Teyssot est un universitaire digne de ce nom, et donc je vais parler un petit peu de sa formation, mais aussi de l'importance de sa pensée par rapport à notre époque. Et donc je vais parler quelques minutes de Georges. La formation universitaire de Georges Teyssot a été inspirée par une longue lignée de penseurs hors normes, Roland Barthes, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida. Cet environnement exceptionnel lui a appris à interroger le sens contenu et à garder une marginalité relative à l'égard des institutions. Je pense ici à
à l'Université de Vincennes pour Gilles Deleuze et Michel Foucault, au Collège international de philosophie pour Jacques Derrida. Je crois que le livre, que tous ces événements-là, à cette époque-là, se sont passés dans des endroits improbables, et le lien entre ces endroits improbables et ces penseurs se trouve aussi au niveau du livre, dans la mesure où le livre est le fruit d'un séminaire sur la philosophie de l'image donné à la Maison des sciences de l'homme de Saint-Denis, à Paris-Nord. Cette éducation lui a apporté son enthousiasme théorique, cette joie de la pensée que les anciens nommaient libidoscientie, dans le démontage des certitudes et l'exploration des terrains encore inconnus, toujours menés au croisement des disciplines, là où elles s'éclairent les unes les autres. Ces croisements de disciplines se trouvent au centre de ces prospections, la physique, les mathématiques, la cybernétique avec Norbert Wiener, l'ethnologie avec Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, la philosophie avec Friedrich Nietzsche, Gilbert Simondon, Georges Canguilhem, la biologie avec Jacob von Uexküll, lui permet de se trouver à l'intersection de ces croisements que certains d'entre eux avaient déjà initiés et qu'il poursuit en les actualisant. Maurice Blanchot, Michel de Certeau, Peter Sloterdijk sont pour lui des modèles dont les traces se retrouvent dans ces deux derniers livres. Charles Baudelaire, Rainer Maria Rilke, Walter Benjamin sont le moteur qui en alimente la trame. Enfin, je parle de ces deux derniers livres. Il serait injuste d'oublier les deux historiens, Manfredo Tafori et Tony Witter, avec lesquels ils se sont très proches et je pense qu'ils ont fait partie du début de sa carrière d'historien. Cette éducation, mais aussi son ouverture d'esprit transculturel et transdisciplinaire, lui ont permis de construire un corpus basé sur le savoir et la connaissance de ses auteurs. Il les maîtrise sur le bout des doigts et les manipule avec l'élégance de qui peut voyager léger, fort d'une érudition parfaite. Son apport à l'histoire est important car il adresse des périodes souvent délaissées par nos contemporains, prisonniers de leurs préjugés. Son approche historique et généalogique, elle consiste à retrouver des strates de discours et de normes, les effets de contrainte et de résistance, les désirs latents et leurs différentes formes d'émancipation, mais aussi les hétérotopies et les érotopies idiosyncratiques de l'époque étudiée. Son apport au débat de l'évolution de l'architecture contemporaine à travers l'utilisation de l'outil numérique est essentiel. Il est d'un des rares qui le rattache à une réflexion basée sur un discours qui est à la croisée de différents champs de connaissances, au cœur duquel la pensée philosophique est génératrice du sens. Georges Tumarez, si je me trompe, c'est un débat. On te fait rougir. Son importance est reconnue en Europe et aux États-Unis comme étant majeure. Et je vous demande, il vous suffit de regarder les conférences et les publications qui seront en ligne dès demain. Son intérêt pour les mathématiques, l'informel, les technologies, les techniques, la biologie, l'hybridation et le prosthétique lui a permis d'anticiper les questions les plus brûlantes existant aujourd'hui autour du numérique, dont il a commencé à en écrire la généalogie. Paradoxe ultime, cet historien est aussi un pionnier qui contribue à l'élaboration de la pensée à venir. Il participe activement à son processus d'élaboration, il en est devenu une des valeurs de l'écriture que tout le monde informé écoute et sur laquelle beaucoup d'espoirs sont portés. Maintenant, je dois présenter Martin. Pardon. Voilà, Martin Bressani. Qu'est-ce que tu as arrivé, Martin? Ah bah oui, c'est de l'Internet. Tu m'as pas envoyé de photo, il fallait que je change quelque chose. Et puis celle-là, c'était la mieux. J'étais sur Internet. Donc tu vois, je m'étais gâté. Mais en plus, il y a un problème avec Internet, puisqu'on est là en débat, c'est que tu ne sais jamais ce qui est vrai de ce qui est faux. Et qu'il peut avoir un livre où ton nom est mentionné, et on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Ça, c'est pas vrai. Bon, c'est pas un faux. Martin Bressani, architecte et historien d'architecture et professeur agrégé, directeur adjoint et directeur des études supérieures à l'école d'architecture de l'Université McGill. Il est diplômé de l'Université McGill en architecture. Il détient une maîtrise en histoire de l'architecture du MIT et est docteur de l'Université de Paris-Sorbonne, Paris 4. Il a été professeur invité au MIT, à l'Université Cornell, à l'Université de Syracuse, a été chercheur en résidence au Centre d'études du Centre canadien d'architecture.
Il a publié dans les principaux organes de débat architectural contemporain, tels Assemblage, ENI Magazine, Log, et a été membre du comité éditorial du Journal of Architectural Education et du journal Threshold du MIT. Il a contribué à plusieurs essais et à des collectifs tels que Architecture and the Science, Exchanging Metaphors, Princeton Paper on Architecture, Spielraum, Benjamin et l'architecture, édition de la Villette. Il a publié dans des revues savantes telles que American Journal of the Society of Architectural Historians à Philadelphie, Studies in the History of Art, Washington DC, la Revue de l'Art, Paris, Architectura, c'est une revue allemande, Berlin, Art History de Londres, les Annales de l'histoire de l'art canadien, Montréal. Ses recherches ont porté sur la métaphore organique en architecture et sur le romantisme architectural en France au XIXe siècle. Bressani s'intéresse aussi à l'histoire du concept d'atmosphère et d'environnement total. Sa monographie sur l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, intitulée Architecture and the Historical Imagination, Viollet-le-Duc, 1814-1879, est sous presse chez Ashgate, en Angleterre, et sera publié en mars 2014. Et je vous promets que ce sera un livre absolument remarquable. Nous avons le plaisir d'ailleurs d'accueillir pour une conférence absolument fabuleuse il y a 2 ou 3 ans. Quel était le titre de cette conférence? Je crois que c'était sur les intérieurs. Tu as noté Digital Broadcast. D'accord. Ah non, c'est vrai, il y avait une autre, ça c'est avant. Oui, c'est ça. Sur les intérieurs. Et donc j'ai essayé de mettre c'est ça, j'ai essayé de mettre en relation cette conférence, vous voyez, des conférences à l'université. Et ça, je ne sais pas, j'ai vu ça avec ton nom. Ça c'est le catalogue que tu as fait. Vous voyez, donc en fait, l'Internet dit vérité, donc tu n'as pas tout dit dans ce que tu m'as envoyé. Il nous cache des choses, et avec Andy Bergman, tu es associé avec Andy Bergman. Bon. Très bien. Je crois qu'on va laisser la parole à Martin Bressani. Merci Philippe. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, alors je suis honoré d'être ici. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de pouvoir parler de l'ouvrage de Georges Walter Benjamin, Les Maisons oniriques. Quand j'ai reçu l'invitation, j'avais déjà lu l'ouvrage, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, donc j'étais très content de pouvoir en parler publiquement. Et je l'ai relu ensuite. Je vais dire d'emblée que c'est un livre qui m'a plu d'une façon très personnelle et qui m'a absorbé beaucoup. Ça m'a même fait penser en fait à mes lectures d'adolescent. Quand je lisais Rainer Maria Rilke, le langage poétique de Georges est très expressif, très absorbant et aussi assez difficile. C'est un livre que je considère assez difficile même. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai décidé de me coller assez proche du texte, d'en faire une lecture, simplement. Donc je ne vais pas partir en tangente, je vais essayer simplement d'exprimer comment j'ai compris le volume. Je dois dire que ce n'est pas un ouvrage d'histoire d'architecture, vraiment. C'est certainement pas un objet d'érudition, mais c'est une chose pensée. C'est un terme que Martin Heidegger aimait utiliser. Je crois que c'est très approprié pour le livre de Georges. C'est une forme de littérature qui est assez rare, en fait. Les maisons oniriques de Georges Tessot posent la question de comment habiter le monde. Comment habiter notre monde, c'est-à-dire le monde moderne.
L'ouvrage nous propose de douter de la réalité en posant la question de comment le réel peut être vu. L'architecture, et en particulier l'architecture de la maison, servant de fil conducteur. La technique opératoire que Georges emprunte à Walter Benjamin et qu'il adopte lui-même est celle du Denkbild, les images de pensée. Et là, je voudrais dire qu'il emprunte une technique à Benjamin, mais ce n'est pas vraiment une imitation de Benjamin, parce que je pense que Benjamin est très difficile, inimitable. Mais étant donné que le livre suit en fait le fil d'Ariane, la pensée de Benjamin, c'est tout à fait... Georges se trouve à, en fait, utiliser le même genre de série de fragments, de série d'images qui permet le déroulement de la pensée sur 3 chapitres. Donc, son livre est une constellation de telles images qui se rattachent tous plus ou moins à l'architecture. Les maisons lyriques sont à la fois Denkraum, c'est-à-dire espace de pensée, Bildraum, espace d'image, et Traumraum, espace de rêve. Elles sont monades. Je reviendrai là-dessus plus tard. Mais aussi emblèmes. J'ai vu le livre comme une espèce d'allégorie, en fait. Les Denkbilder, je vais commencer par parler du concept central du livre, c'est les Denkbilder, qui est un mot allemand qui est difficile à traduire, et que Georges a traduit par le mot image de pensée, qui est Denk, pensée, Bilder, image, et qui est un concept tiré de Walter Benjamin. La Denkbild n'est pas une simple image passive, c'est une image de pensée. C'est une technique, en fait. Pour pratiquer cette technique, il faut se laisser aller une passion pour l'image, à l'ivresse des images. Une ivresse que l'on doit qualifier d'expérimentale, comme la mémoire involontaire chez Marcel Proust, par exemple. Cette technique vertigineuse est d'origine romantique, l'ivresse des mots et des images, pensez à Victor Hugo, Théophile Gautier, ou l'ivresse hallucinogène, pensez à Baudelaire qui l'a pratiquée. Mais cette ivresse de l'image a été surtout formalisée par les surréalistes. Suivant la pensée de Benjamin sur la Denkbild, Georges nous avertit bien qu'il ne faut pas rester au stade romantique ou surréaliste. Il faut aussi et surtout dialectiser l'ivresse, dialectiser l'image. La Denkbild, l'image de pensée, doit devenir une image dialectique. Car si l'image de pensée est pas une ivresse, donc une perte de repère, cette perte doit nous permettre de toucher paradoxalement au réel. La Denkbild dialectique amène une illumination historique, c'est-à-dire qu'elle laisse voir, dans une sorte d'éblouissement quasi mystique, l'histoire dans le présent. L'histoire prend alors l'aspect d'un kaléidoscope, une constellation infinie en perpétuelle mutation, où le passé et le présent s'enchevêtrent. L'histoire ne suit plus une ligne progressive. Grâce au Denkbilder, le passé s'emboîte avec le présent. L'histoire apparaît sous forme d'une constellation. Dialectiser l'image, c'est se servir de l'ivresse de l'image pour une illumination historique et d'occasionner ainsi, paradoxalement, un réveil. Le rêve n'est que passage vers un réveil. La Denkbild, image de pensée, se situe entre le sommeil et l'éveil. L'intériorité absolue du rêve se transforme en un extérieur. Les passages parisiens, ces conduits qui traversent l'épaisseur du tissu urbain, ces espaces oniriques qui sont des intérieurs à l'extérieur, cristallisent cet état. La collectivité, écrit Georges, je le cite, ne rêve qu'en vivant l'expérience du monde, des choses, celle qui appartient à son époque, les bâtisses, les panneaux publicitaires, les images, la mode vestimentaire. Les passages, l'architecture donc, acquiert le statut de Denkbild. Le célébrissime livre de passage de Walter Benjamin, cet assemblage de Denkbilder, peut être entendu comme une sorte de monade, une série de plis ou de convolutes qui réfléchit le monde de l'existence historique. L'image de pensée n'est donc pas le produit d'une ivresse privée de type surréaliste, c'est une ivresse qui s'ouvre sur le collectif. D'où l'importance de l'architecture et de la ville comme cristallisation du rêve, comme une psychogéographie
ou comme produit d'un processus psychomorphique. On pense ici aux dérives urbaines situationnistes, qui étaient elles-mêmes des critiques du surréalisme. À travers les constellations de Deng-Bild, la nuit historique s'illumine brièvement. Et ce ciel étoilé, cet infini intérieur devient emblème baroque. C'est-à-dire que Deng-Bild se conçoit comme une allégorie, non plus allégorie de l'univers harmonieux et divin décrit par Leibniz, mais une allégorie historique. L'image de pensée est allégorique, car elle n'est pas statique, c'est une image de pensée, il y a un sous-texte, donc un travail du rêve, un dream work, pour reprendre l'expression de Freud, un dream work collectif qui doit être interprété comme l'interprétation des rêves de Freud. Mais ce n'est ni freudien, et encore moins jungien, c'est l'image historique dialectique. DreamWorks est aussi le nom de la maison de production cinématographique de Spielberg. Le cinéma est en effet proposé par Georges via Deleuze comme un modèle monadique de la pensée spatialisée. Les Deng-Bilders sont des entités vivantes qui vivent dans un Dengraum. Les maisons oniriques sont des cinémas-maisons, la monade, j'y reviendrai plus tard encore. Les maisons oniriques de Georges, ces maisons du rêve collectif n'ont rien à voir avec la maison de rêve, c'est-à-dire la maison bourgeoise où l'on dort paisiblement dans son étui. Au contraire, les maisons oniriques sont celles où l'on se réveille. On se réveille par le rêve. Les maisons oniriques de Georges forment ainsi un pendant critique à la poétique de l'espace de Bachelard. Pour Bachelard, la rêverie poétique des écrivains sympathise intimement avec le réel. Alors que pour Georges, suivant Benjamin, c'est le réel lui-même qui est une production onirique. Les objets, les meubles, l'architecture sont autant de vaporisation onirique. Bachelard, lui, définit les archétypes de l'intériorité bourgeoise, mais du point de vue bourgeois, en restant lui-même à l'intérieur de cet espace. Georges, par contre, adopte une position critique et démontre comment l'univers technique se profile toujours derrière le brouillard onirique. Où Bachelard utilise la rêverie poétique, la rêverie des poètes, pour identifier une série d'archétypes spatiaux, la hutte, la cave, le grenier, les tiroirs, les coffres, les armoires, le nid, la coquille, les coins, bref, la phénoménologie du rond, de l'immensité intime et de la dialectique du dehors et du dedans. Georges, lui, fait une critique de l'intérieur bourgeois et détruit l'opposition du dehors et du dedans. La maison onirique n'est pas une coquille ou un refuge, elle est un Dengraum, un espace de pensée, une chambre épistémologique, un pli, un ensemble topologique, membrane continue, résonante, ornée d'allégories ou d'images de pensée. On revient toujours au Deng-Bild. Plus philosophiquement, le livre de Georges soulève la question de l'individu et de son rapport au monde. La question du point de vue. Cette question du point de vue, de l'horizon, s'inscrit dans le mouvement de la modernité qui commence à la Renaissance, mais qui se fonde philosophiquement avec la monadologie de Leibniz. Le concept de monade, bien qu'il n'apparaît explicitement qu'au dernier chapitre, est au centre de toute la réflexion des maisons oniriques. Une monade, selon l'étymologie monos, est l'affirmation de l'unique, indivisible, ce que veut dire individu et clos, fermé sur soi, afin de préserver cette identité absolue de l'un, pure de toute altération. Chaque monade, chaque élément qui forme le monde, se définit par son point de vue sur le monde, sa perception, dit Leibniz, et réciproquement, chaque point de vue est une monade. Pour Leibniz, qui est le créateur du calcul infinitésimal, que l'on nomme aujourd'hui le calcul différentiel, la divisibilité à l'infini du monde physique était une évidence. Chaque monade exprime Dieu, mais d'une certaine façon, d'un certain point de vue. Chacune enveloppe donc l'infini, ou bien elle est un pli de l'infini. La communication entre les différents points de vue est donc assurée. L'individu est continuellement produit et toujours en couple avec un milieu donné. Leibniz décrit ici un monde fait de connexions et d'interdépendance, un monde, pourrait-on dire, qui s'entre-répond. Un univers harmonieux, disait Leibniz. Aujourd'hui, on dirait plutôt un monde constitué en réseau. Car avec le développement de la modernité post-kantienne, c'en est fait de toute objectivité d'un monde commun, universel, harmonique. Mais l'idée du réseau demeure. Si chaque être individuel est le résultat d'un processus de subjectivisation sous la forme d'un pliage, qui est la thèse de Deleuze, alors il est ouvert sur le dehors comme matière pré-individuelle. Il est le dedans d'un dehors, il n'a plus d'intériorité, d'identité dure et close. Mais étrangement, cette individualité monadique est complètement fermée au monde extérieur, ni porte ni fenêtre. Et un mouvement interne lui fait vivre une succession d'images de pensée. Voilà donc le modèle épistémologique qui sous-tend les maisons oniriques de Georges Clouzot. Ce modèle est présenté de façon explicite seulement au troisième et dernier chapitre,
mais le thème court tout au long de l'ouvrage. Ou je devrais plutôt dire que, comme tout bon ouvrage littéraire, le dernier chapitre illumine les deux précédents, rétrospectivement. Il y a une tension dans l'aventure, une tension que je qualifierais d'allégorique. On comprend mieux ainsi le titre du premier chapitre, je cite, « Une sorte d'intérieur à l'air libre », qui est une citation tirée de l'essai d'Hannah Arendt sur Walter Benjamin. Avec cette expression « intérieur à l'air libre », Arendt reprenait la description de Paris suivant Baudelaire et Walter Benjamin. Georges détourne la citation pour l'appliquer à l'architecture du Jugendstil ou du Modern Style, c'est-à-dire de l'art nouveau. Au long de ce premier chapitre, Georges se livre à une reconstitution de l'essai, maintenant en état de fragment, de Walter Benjamin sur cette architecture onirique du tournant du XXe siècle, c'est-à-dire l'architecture du groupe de Darmstadt, celle de Henri de Van de Velde, de Horta, que vous connaissez tous. Une des premières images utilisées par Georges pour clarifier cet intérieur à l'air libre est celle de Walter Benjamin, jeune adolescent, pratiquant le nudisme dans l'Institut Obinda, école progressive pour garçons, sise en milieu champêtre dans la Thuringe, au centre de l'Allemagne. La première description que nous donne Georges d'une vie à l'air libre est donc colorée par une ambiance homo-érotique. Car l'air libre dont il s'agit n'est pas celle d'un plein air émanant d'un pur extérieur, d'une nature objectivement donnée. L'air libre est un vent émancipatoire, mais pas émancipation sociale comme on l'entend habituellement, mais une émancipation du désir. L'air libre est l'air du désir, ou l'élan vital. L'architecture Jugendstil ou Art Nouveau est une architecture de l'air libre, une architecture du désir, un désir enfin libéré du confinement des intérieurs bourgeois, là où se cristallisait l'ennui. Bien qu'il y ait parenté, à mon avis, entre ces intérieurs où règne l'ennui et ceux du Jugendstil. La délectation placée dans la courbe, dans l'architecture Art Nouveau, est une concrétisation de la force vitale. L'Art Nouveau crée un environnement où l'air va acquérir leurs caractéristiques de fluide contrôlé, car l'élan vital est de nature technologique. Georges cite ce passage de Benjamin, je cite, « Dans la ligne caractéristique du moderne style se rencontrent le nerf et le fil électrique, ce qui fait entrer en contact le monde de l'organisme et de la technique. » Le dynamisme de l'élan vital, écrit Georges, s'incarne donc comme une allégorie. La courbe de l'Art Nouveau est image dialectique et les maisons oniriques, l'ouvrage n'est rien d'autre qu'une solution à cet emblème architectural. Il faut revenir à la monade, car l'élan vital est à la base de la monadologie de Fritz. Selon lui, la forme de toute monade, de toute individuation, est produite d'un élan vital intérieur aux éléments qui l'actualisent. Il critique ainsi l'hylomorphisme aristotélien, c'est-à-dire que plutôt que de considérer tout être, objet ou individu, comme étant composé d'une part de matière et d'autre part d'une forme, cette forme étant conçue comme un agent externe qui pénètre la matière, Leibniz propose que tout être possède sa puissance formatrice à l'intérieur, que cette formation est un processus continu. Chaque être est toujours en formation, produit incessant d'un élan vital en interaction avec son milieu. Non plus hylomorphisme, mais psychomorphisme. La matière même est de l'esprit, elle est animée. Il y a donc du désir dans toute forme de concrescence naturelle. Toute vie s'articule aussi autour d'une sociobiologie. La force immanente qui maintient la cohérence des monades et les maintient en relation, l'affect qui les réunit, le pouvoir qui les anime selon des hiérarchies. La particule monadique est une onde de pouvoir deleuzienne. Elle suit une logique autre que celle qui régit les empires dont les dogmes se basent sur un mécanisme cartésien, c'est-à-dire une vision du politique où c'est un Dieu extérieur qui provoque le mouvement, là où le peuple doit se contenter de répondre passivement. Comme le suggère l'élan vital de l'Art Nouveau, avec la monade, il n'y a pas à proprement parler de coupure entre production technique et la génération naturelle, entre le travail et la composition des monades. Tout est technique désormais. En rompant la limite entre le machinal humain et le machinisme vivant, on peut concevoir une cybernétique, un corps nouveau où s'associeront les circuits de l'industrie avec ceux que le cerveau réalise entre ses neurones. Si j'ai bien saisi, c'est une généalogie de cet intérieur à l'air libre qu'a voulu décrire Georges. Merci. Je remercie d'abord Philippe Baria pour sa présentation qui m'a touché
je dois dire énormément, tellement elle a été fouillée. C'est tellement curieux de voir qu'on puisse intéresser quelqu'un. On est comme surpris. Quoi? Et donc, ça ne produit que des bons sentiments. Bien sûr, il y avait bien trop de compliments pour que je puisse les accepter tels quels. Ma bonne éducation, d'ailleurs, m'a pris à rougir devant les compliments. Mais je les accepterai quand même, puisqu'ils sont sincères, enfin, en partie. D'autre part, la lecture que vient de donner de mon livre Martin, je la trouve extraordinairement claire, et elle m'a surpris en fait parce qu'elle m'a presque illuminé sur ce que j'avais fait. Je me disais, ah, j'ai fait ça, ah, c'est pas mal quand même. Ça vient du fait que quelqu'un qui lit un livre, et de toute façon est obligatoirement à l'extérieur, c'est un objet, il le lit, etc. Tandis qu'un auteur, il est tellement proche de son objet qu'il se crée des tas de rapports de proximité, d'amour-haine d'ailleurs pour l'objet, puisqu'il nous a fait souffrir tellement. Et tout ça, ça a duré tellement de temps et ça demandait tellement de discussions avec tas de gens, parce qu'un livre aussi, je vous le rappelle, est un produit. Et avec une chance extraordinaire, l'éditeur a non seulement accepté de le faire, ce qui m'a beaucoup surpris, n'étant pas un philosophe ni de formation ni de métier, je suis juste un amateur qui lit comme ça le samedi et le dimanche. Et pour non, pas dans les soirées, parce que c'est réservé à la télévision, comme certains d'entre vous le savent, mais qui lit, disons. Il s'agit de lecture, et de voir que ces lectures sont acceptées par des comités, rentrent dans des collections de philosophie, m'ont beaucoup plu, parce qu'il y avait un point de la présentation de Philippe qui disait que j'essayais d'employer toutes les sciences, toutes les matières, toutes les disciplines, et de m'en servir d'une manière ou d'une autre. Et il y avait Deleuze qui disait que quand il écrivait un livre sur un philosophe, il lui faisait un enfant dans le dos. Voilà. Et je trouve que c'était une bonne réflexion. Il faut se servir de ce qu'ont fait les philosophes, mais il faut vraiment s'en servir pour des objectifs contemporains dans notre monde d'aujourd'hui. Il faut abandonner toute référence. Et c'est ça que j'ai essayé peut-être de faire avec Walter Benjamin. Walter Benjamin qui pour moi était comme une espèce d'occasion et de prétexte. Le livre, disons, parle de Walter Benjamin et comme le montre très bien Martin, termine par Gilles Deleuze. Donc, et je le justifie, parce qu'en fait, pour ceux qui savent, Deleuze a donné un cours sur Leibniz dans les années 80, un cours dans lequel il y avait d'ailleurs des gens très importants qui le suivaient, y compris des architectes, et Deleuze lisait Benjamin, j'ai trouvé toutes les citations. Donc le rapport n'est absolument défendable. Donc, et ce qui est intéressant en plus, c'est que tous les deux s'intéressaient à l'architecture baroque. Donc pourquoi est-ce que autant Walter Benjamin, qui a fait sa thèse sur le théâtre baroque, que Gilles Deleuze, qui fait deux cours d'ailleurs dans les années 80, qu'on trouve sur Internet, c'est extraordinaire, je les conseille. Pourquoi ces deux penseurs du XXe siècle s'intéressent au baroque? Peut-être parce que le baroque, c'est au début de la modernité. On associe le baroque d'ailleurs en général avec Bernini, avec Rome, avec les papes. En fait, le baroque, c'est le début des mathématiques, c'est le début des sciences telles qu'on les connaît, c'est la géométrie projective, telle que Desargues, le mathématicien français, le développe. Donc, moi, quand je m'intéresse d'ailleurs de baroque, et que ce soit le baroque du XVIIe siècle
ou les architectures baroques créées par le numérique, comme par exemple mon ami Jürgen Mayer, je me trouve dans le même monde. Et je me trouve à devoir expliquer ça, et je pense que ça fonctionne. C'est pas une question de style, c'est pas une question d'utiliser des formes, c'est d'entrer dans un certain esprit. Donc, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est, pour le dire en deux mots, j'ai essayé de plugger, passer l'expression, de plugger de l'E sur Benjamin. Je ne sais pas si Benjamin aurait bien aimé ça, mais comme il est le pauvre, il n'est pas là pour protester, se défendre. Pour Benjamin qui a dû... là, vous avez la couverture qui m'a été gracieusement donnée par Martin Bassani, et donc je remercie ici. Un portrait sur Wikipédia de Walter, c'est ce qu'on lit en allant chercher sa bio. La photo est de Gilles Freund, qui était une grande photographe des années 30. La photo est un peu tragique puisque Walter Benjamin va mourir un an après à la frontière espagnole. Il va se suicider dans un petit hôtel Portbou en Espagne parce qu'il croyait à la morphine et parce qu'il croyait qu'il allait être livré à la Gestapo allemande. Or, rappelez-vous quand même que être juif allemand à la frontière entre la France et l'Espagne en 1940, c'était pas une très bonne situation. Son frère d'ailleurs était un militant communiste et avait disparu à Dachau, près de Munich, 2 ans auparavant. Donc la famille avait été déjà très touchée par la répression. Ça marche comme un bouton. Le livre, comme il a été dit, s'est divisé en 3 parties. La première partie, une sorte d'intérieur à l'air libre. Je pense que Martin l'a très bien décrit. Et voyons la citation du début. La citation que je donne, c'est la capitale parisienne, une sorte d'intérieur à l'air libre. Ça vient de Hannah Arendt, évidemment. J'aimais beaucoup cette idée d'intérieur à l'air libre. Effectivement, la vie à Paris, on a l'impression que les rues forment une espèce d'intérieur dans lequel on habite. Donc on n'est plus dans son salon ou sa chambre, on est dans une ville qui est un intérieur ou un intérieur projeté à l'extérieur. D'ailleurs, j'ai trouvé que dans Benjamin, on trouvait toujours ces rapports très complexes et très compliqués, une espèce de topographie entre l'intérieur et l'extérieur. Et ce n'est jamais à l'intérieur tout simplement, ou à l'extérieur tout court. C'est toujours une situation en miroir, ou se retournant presque dans une espèce de topologie. Dans le chapitre 1, j'ai essayé de reconstituer, un autre titre aurait pu être La Vague, et je me suis intéressé pour un certain moment à différents tableaux avec des vagues. La question, pourquoi à un certain moment tout le monde plaint des vagues comme intéressant? Et puis c'est peut-être pas un hasard, au moment même où les bains de mer deviennent à la mode. Vous prenez l'histoire du Québec, de l'Angleterre, de la France, vous avez la civilisation du bain de mer. Donc, il y a peut-être un rapport intéressant. Et c'est peut-être ça qui peut conduire à l'idée d'une architecture assez ouverte. Ici, vous avez l'exemple de Walter Crane. Ça ne s'appelle pas la vague, mais le sujet mythologique, ce sont les chevaux de Neptune. Camille Claudel, la fameuse Camille Claudel, on a fait un 2e film récemment sur elle, qui était l'amante et l'élève de Rodin, en s'inspirant d'ailleurs d'un thème japonais, fait elle aussi une vague en onyx, que vous voyez ici. On pourrait lire un poème de Rilke, extrait des sonnets d'Orphée, respirer, invisible poème, vague unique dont je suis la successive mère. Air, me reconnais-tu, empli d'endroits encore en moi naguère. Donc, nous sommes donc confrontés à cette vague. Et d'ailleurs,
un des termes qui définissait l'art nouveau ou le Jugendstil, qui veut dire en allemand le style jeune, Jugendstil, un des différents termes, je veux dire, qui a servi à le définir, est celui de Wellenstil, le style de la vague, ou le style vague. Et j'aime beaucoup rappeler ça, je trouve ça très drôle. Donc j'ai collectionné un peu de vagues. Ça c'est une fresque qui décore un intérieur Art Nouveau. Vers quelle date? Vers 1902. Et j'ai essayé de reconstruire un essai que je considère disparu, mais dont on n'a que des fragments. Mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Baudelaire s'intéresse à l'art nouveau? Le premier mouvement, d'ailleurs, sa première réaction, c'était de condamner l'art nouveau, trop décoratif, etc. Puis petit à petit, il commence à s'intéresser au sujet. Il ne publiera pas son article, il n'aura pas le temps, mais à travers des fragments, on peut reconstituer à peu près ce qu'il voulait dire, et c'est donc ce que j'ai voulu faire. D'ailleurs, le premier titre du premier chapitre, c'était La vague, un essai pour reconstituer cet écrit disparu de Walter Benjamin. La maison onirique. En fait, il faut presque toujours en revenir à Baudelaire. Et dans Baudelaire, par exemple, Benjamin, par exemple, dit, dans un texte qui préfigure le moderne style, par moderne style, il entend Art Nouveau et Jugendstil, dans un texte qui préfigure le moderne style, Baudelaire conçoit une chambre qui ressemble à une rêverie. Une chambre vraiment spirituelle. Voilà, donc déjà à l'époque de Baudelaire, on a cette idée d'une chambre comme une rêverie. Et Baudelaire continue. Les meubles ont des formes allongées, prostrées, alanguies. Les meubles ont l'air de rêver. On les dirait doués d'une vie somnambulique, comme le végétal et le minéral. Donc c'est cette idée-là des meubles qui ont l'air de rêver qui m'a frappé. C'est pour ça que c'est une des raisons multiples pour lesquelles on a un titre, Walter Benjamin et la maison onirique, ou les maisons oniriques. Ces maisons oniriques, ces maisons de rêve sont meublées et ces meubles ont l'air de rêver eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils prennent vie, ils s'allongent, ils baillent, comme un chat dans un intérieur, ils s'allongent les membres et tout à coup un pouf se met à allonger ses membres. C'est ça qu'il faut voir, cette espèce d'animation de l'intérieur. Un autre grand thème qui intéresse Benjamin dans l'Art Nouveau, c'est que, et qui est lié d'ailleurs à celui de la vague, c'est la redécouverte du corps. Parce que, après tout, pour la première fois, nous avons plus des personnages mythologiques, mais vraiment des corps humains, des gens tout simplement qui se baignent et qui prennent plaisir, comme dans cette fresque ici, déjà un peu stylisée, ou comme dans toute l'œuvre de Phidias. Ici, donc, avec Phidias, par exemple, nous avons un corps de jeune fille, un corps brut, de chair et d'os, mais ce corps brut tend immédiatement à s'idéaliser. Il est pris dans ce soleil très très puissant. Le 19e siècle, c'est le siècle des éléments de base, l'eau, l'air, mais aussi le soleil. À partir de 1900, une espèce de héliocentrisme et de tyrannie du soleil se développe. D'ailleurs, les médecins, aujourd'hui, vous diraient que c'est dangereux, mais passons là-dessus. Et on ne pense qu'à une chose, c'est se dorer, se bronzer, se dénuder. Et en se dénudant, d'ailleurs, on découvre des impressions tactiles assez intéressantes auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, corps de jeune fille d'un côté, corps de garçon de l'autre, toujours par Phidias. Le corps brut, fait d'os, de chair et de muscles, de peau et d'ongles et de cheveux, semble s'estomper et semble se dissoudre
dans ce désir qui dynamise toute chose et être finalement absorbé par ce mouvement universel de croissance. Donc ça c'est un autre point que tous les observateurs, y compris Benjamin, ont découvert dans la Rousseau, c'est la question d'un désir que plus personne ne peut contrôler. C'est un désir qui pratiquement fournit une énergie. Et cette énergie apparaît, bien sûr, dans ces tableaux, c'est assez évident. Et c'est cette énergie, en quelque sorte, dont Benjamin fait une carte, une topographie. Cette énergie peut conduire à l'érotisme le plus extrême, comme le démontrent différents tableaux de Fernand Neuf, par exemple, comme celui-ci, sur le thème saphique. Et sur lequel Walter Benjamin disait, je cite, « C'est bien ce qui réunit les lesbiennes et les prostituées et les vierges blafardes, parce que toutes ces femmes refusent la fécondité comme le prêtre. » Donc c'est une thématique très importante pour lui. Elle est si importante qu'il leur répète la formulation. La pointe extrême de l'organisation technique du monde, et j'insiste sur le fait que c'est une organisation technique du monde, consiste en la liquidation de la fécondité. La femme frigide est l'idéal de beauté du modernisme. Est-ce que toutes les femmes de l'époque de l'ère nouveau sont frigides? Non. Disons qu'il y en a qui le sont et il y en a qui ne le sont pas. Ce qui compte, par contre, c'est la traduction dans des formes de ces énergies. Par exemple, ici, on a un couple qui est parfait, deux âmes sœurs, presque unis dans un élan à la fois érotique et mystique. Les deux niveaux sont importants. Dans cet exemple par Jean de Ville, un peintre symboliste belge. Et quand le couple atteint cet état parfait, cet état mystique, cette union parfaite, on aboutit à un silence. Et je cite, « Ce silence qui ne naît pas de la décision de deux êtres, mais jaillit et croît comme un troisième être, un être particulier qui enveloppe les amants et qui peut seul ainsi fonder leur union. Cette enveloppe de silence se manifeste sous la forme d'un contour, d'une forme animée, l'ornement. » Donc là, on a une définition assez intéressante de l'ornement. L'ornement qui est en général une ligne, à l'époque de l'Art nouveau. Cet ornement représente des forces, des énergies qui passent à travers l'espace et qui se concrétisent, par exemple, dans l'ornement. Cet ornement, d'ailleurs, peut être silencieux. C'est un silence cristallisé, en quelque sorte, que l'on trouve ici. C'est aussi à la même époque où l'idée, et vous l'avez là-haut, de Zenzo, qu'on a écrit en lettres gothiques, Wir sind Zenzo, l'idée de Zenzo se développe dans toute la culture allemande, et là, ça illustre aussi ce thème du désir que Martin a si bien décrit. Désir ou pas désir, désir contenu, désir qui n'arrive pas à s'exprimer, désir réprimé, voilà, tous les cas de figure y sont, et on pourrait faire toute une collection sur le thème de la Sehnsucht à cette époque-là, Wir sind die Sehnsucht de 1902, un tableau in Sehnsucht, et vous voyez, il est dans une vague, donc c'est la vague du désir en quelque sorte. Ou la fameuse fresque de Gustav Klimt à Vienne, la fameuse frise de Beethoven, faite pour la sécession de Vienne, Die Sehnsucht nach Glück findet Stillung in der Poesie. Donc, de nouveau, la Sehnsucht, c'est-à-dire le désir, aspiration,
assouvi ou inassouvi. D'ailleurs, quand c'est inassouvi, c'est encore mieux, parce que ça prend encore plus d'énergie. Et on aboutit peut-être à... Je voulais donner un exemple de ce que j'essaie de faire dans le livre, toujours sur le thème de la vague. On aboutit à ce vitrail qu'on trouve dans une maison, l'hôtel Paul Saint-Honois, rue de l'Arbre Béni à Bruxelles, qui date environ de 1900. On voit le thème d'une femme qui est prise dans les flots. Ses cheveux donc, font partie aussi du mouvement. Je pense que vous l'avez compris plus ou moins. Et ça correspond en fait, à mon avis, à une poésie de Rilke, citée par Benjamin d'ailleurs. Voilà ce qu'on désire, habiter au sein des vagues et n'avoir pas d'attache dans le temps. Le chapitre 2, on va comme elle est un peu plus vite, Fantasmagorie du mobilier. Martin Bressani et moi partageons le goût pour les choses considérées comme horribles, éclectiques et le mobilier. Sorti du trésor qui est le 19e siècle. Le 19e siècle, en fait, est un des siècles les plus intéressants parce qu'il patinait dans le lait, il s'entourait de poufs, les salons des grands-mères étaient tendus de passementerie, etc. Pour ne pas parler de ces meubles orthopédiques, la coxalgie, était regardée dans un dictionnaire, c'est une maladie que les enfants au 19e siècle attrapaient parce qu'ils étaient trop emmaillotés et donc leurs membres ne pouvaient pas se développer normalement. Vive le 19e. Et pour introduire au chapitre 2 sur la fantasmagorie du mobilier, cette fameuse citation de Charles Baudelaire, qui est celle préférée par Proust d'ailleurs, des divans profonds comme des tombeaux. Dans un passage, Walter Benjamin dit que la forme primitive de toute habitation, c'est celle de l'habitant dans un boîtier. J'ai été voir sur internet les boîtiers, il y a encore plein de boîtiers à vendre sur eBay. Ce sont les boîtes de compas que l'on offrait aux jeunes garçons dans la deuxième moitié du 19e siècle, en espérant qu'ils feraient de bonnes études et qu'ils étudieraient les mathématiques. Donc l'habitant se trouve dans un écrin. Ceci est la représentation parfaite de l'habitation du XIXe siècle, l'habitation bourgeoise du XIXe siècle. Mais très vite, et Benjamin le montre très bien, il s'agit de se projeter à l'extérieur. Non pas donc rester dans un refuge, dans son intérieur confortable, protecteur, mais sortir. C'est un peu la même position que par exemple les marchandises ont dans une vitrine. Cette photo d'Adjet, qui plaisait tant d'ailleurs à Benjamin, est extraordinaire. Elle est tardive d'ailleurs. La carrière d'Adjet est très longue, puisqu'il sur Paris, dans le musée, c'est le lieu de le montrer. Vous voyez un boulevard au fond, les mannequins derrière la vitre, il y a une superposition très intéressante et qui montre cet état de seuil ou de limite entre un intérieur et un extérieur. Et Benjamin disait, l'intérieur se porte à l'extérieur comme si le bourgeois était à ce point assuré de son indéfectible aisance qu'il dédaignait la façade pour déclarer « Ma demeure, en quelque endroit que vous la coupiez, est face à vous. » Et ce qui nous ramène à la série des coupes dont le 19e siècle raffolait, les coupes sur le bâtiment, avec les bourgeois habitant au premier, la concierge dansant comme une folle,
ayant un peu bu, les bourgeois s'ennuyant, comme tous les bourgeois, la famille petite bourgeoise produisant plein d'enfants, et les artistes dansant pauvres mais heureux, dansant sous le toit. Cette coupe d'ailleurs est intéressante parce que elle montre que dans une maison à Paris, on a une coupe sur la société, entre les riches au premier et les pauvres sous le toit. À partir de l'époque d'Haussmann, avec la modernisation de Paris, les pauvres vont être séparés des riches. On va, comme les écartiers, on va les mettre dans d'autres quartiers. On ne va plus avoir cette situation intéressante. Donc c'est une situation typique des années 1845-46. L'ambition de Benjamin dans le livre des passages, le fameux livre des passages, qui est un livre de fragments, un livre d'études, l'ambition de Benjamin dans le livre des passages est d'illustrer les rapports entre un monde onirique et le réveil, offrant par là même une théorie des seuils qui a été présentée à juste titre comme l'intrication surréelle du rêve et de l'histoire. Intrication surréelle du rêve et de l'histoire. Déjà, dans son article sur le surréalisme de 1929, Walter Benjamin avait annoncé cette thématique. La vie ne semblait digne d'être vécue que là où le seuil entre veille et sommeil était en chacun creusé, comme par le flux et le reflux d'un énorme flot d'images. Et en passant, nous retrouvons le thème de l'image, si bien souligné par Martin. Passage du panorama, un de ces lieux ambigus, ni rue, ni boulevard, ni intérieur, mais entre les deux, lieu presque magique, qui fascine Baudelaire et qui donne le titre d'ailleurs à son titre, à son immense œuvre, je veux dire le livre sur les passages. L'histoire que Benjamin écrit n'est pas celle qui classe les époques, les formes et les styles, ou même les types, mais celle qui accumule une constellation de zones intermédiaires, comme les passages, de zones intermédiaires dont il offre une topographie. Ce sont ces zones intermédiaires qu'il appelle Traumhaus en allemand, maison de rêve. Et c'est pour ça qu'il a été fasciné, par exemple, par les gares de chemin de fer, et par le fait que les surréalistes avaient été parmi les premiers à en faire une lecture positive dans les années 20. Je pense que s'il fallait ajouter des exemples à ceux de Walter Benjamin, on pourrait se passionner pour le Bradbury Building à Los Angeles, comme vous savez, de 1893, qui est aussi le lieu de tournage du film Blade Runner de Ridley Scott. Et à mon avis, c'est pas par hasard. Et l'allusion au cinéma est très juste. Si vous voulez poursuivre Benjamin et le faire arriver jusqu'au bout, il faut affronter la culture cinématographique d'aujourd'hui. Chapitre 3, ne vous inquiétez pas trop, on y arrive, ça va, un peu du détente. Maître. La troisième partie, effectivement, c'est la plus philosophique et la plus technique pour des gens qui ne sont pas habitués. Les deux premières, donc, la première est inattendue pour les gens qui connaissent Walter Benjamin. Les spécialistes pour leur dire « Ah, nous ne savions pas que Benjamin s'intéressait tant à l'art nouveau. » Donc j'ai essayé de montrer qu'est-ce que ça signifiait dans l'œuvre. La seconde est plus classique, parce que tous ces thèmes de la Traumhaus, de la maison de rêve, sont connus des spécialistes, mais j'ai voulu en comprendre le fonctionnement. Et d'autre part, en tant qu'architecte, pour nous, c'est très important de comprendre ces rapports entre rêve et réveil,
et de voir comment ces meubles qui rêvent peuplent nos intérieurs et nos habitations. Le chapitre 3, les fenêtres de la monade, et évidemment un exemple de monade, c'est pour ça que je montre un des premiers modèles de télévision de 1946. En fait, la monade, ça peut très bien être aujourd'hui un poste de télévision. À l'époque où il y avait la télévision était l'objet technique le plus important, ou votre iPad aujourd'hui. Et c'est ça, à mon avis, qu'il fallait comprendre. À mon avis, Benjamin avait commencé à comprendre ce qu'il avait étudié, qu'est-ce qu'un objet technique et qu'est-ce que la situation du corps par rapport aux médias. Par exemple, la photo ou le cinéma, les médias de son époque. Bien sûr, on ne parlait pas de télévision, parce que la télévision existait déjà, mais au stade expérimental, ce n'était pas encore quelque chose de connu. Voilà. Donc il faut utiliser les pistes offertes par Walter Benjamin pour ensuite les étendre et comprendre nos technologies, les technologies que nous utilisons, qui peuplent nos maisons, ces écrans qui nous obsèdent, qui sont là devant nous à nous regarder comme un œil, et espérons un œil pas divin, justement, parce que nous sommes libérés de cet œil divin qui nous contrôlait depuis la Renaissance, donc il ne faudra pas y retourner. Et mon chapitre 3 commence par 3 citations que je donne là. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas trop de citations. C'est une de Rilke, de nouveau, pour montrer que le thème rilkien ne disparaît pas. N'es-tu pas notre géométrie? Fenêtre, très simple forme, qui sans effort circonstruit notre vie énorme. Des poèmes en langue française écrits par Rilke. Leibniz, l'inventeur de l'idée de monade, disait que les monades n'ont pas de fenêtre. Ça voulait dire qu'elles sont tellement intériorisées qu'elles n'ont pas besoin, elles ne communiquent pas à l'extérieur. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais pour corriger l'idée de Leibniz, un grand philosophe comme Husserl a écrit « Mais les monades ont des fenêtres ». Donc il n'était pas tout à fait d'accord. Est-ce que les monades ont des fenêtres ou ont-elles pas? Ou n'ont-elles pas de fenêtres? La discussion est ouverte. Quand on dit monade, on dit vous et moi. On dit une cellule familiale. On dit un groupe de chanteurs qui s'en va chanter du country en Gaspésie. Alors, on dit n'importe quelle individualité qui forme individu et groupe. Et ensuite, le grand philosophe allemand, Peter Sloterdijk, dans Sphère 3, a développé son livre, d'ailleurs, est une actualisation, modernisation de l'idée de monade. Ils les appellent les bulles. Nous vivons tous dans notre bulle. C'est un livre très important. Sphère 3, écume, sphérologie plurielle. Publié en Allemagne en 2004, traduit en français en 2006. Et là, on lit « Les bulles dans l'écume n'ont peut-être même que des fenêtres aveugles sur lesquelles on a peint un mystère. » Alors, à chaque matin que je passe devant le château Frontenac, je vois un car sur lequel le château Frontenac est peint, un car de touristes, sur lequel on a en petits pixels le château Frontenac. Alors, en fait, ça illustre très bien cette citation. Vous avez le château Frontenac, vous avez le car, et vous avez l'image peinte sur le car. Nous sommes. Parce qu'il ne suffit pas de voir le château Frontenac, il faut prendre aussi un bus sur lequel est peint le château Frontenac. Alors ça, moi, je suis habitué, parce que j'habite dans votre ville. Mais un jour, j'arrive à Venise, et le car de touristes pour aller dans le centre de Venise, pareil. Il y a un paysage de Venise qui est peint sur le car en petits pixels.
Alors voilà, ironiquement, ce sera un peu notre condition. Et c'est peut-être ça que Peter Sloterdijk, les buts dans les cuves n'ont peut-être même que des fenêtres aveugles sur lesquelles on a peint en extérieur. Vous voyez que parfois, les philosophes sont très précis. Hein. C'est pas de la fumée théorique. Vous prenez le bon exemple, un car à Québec, et cette réflexion, vous les mettez ensemble et bingo, ça fait un éclair et ça vous illumine. Les machines et les monades que Leibniz a analysées à son époque baroque, étaient comme par exemple la caméra obscura. Donc une première représentation faite par le jésuite Athanasius Kircher dans son fameux livre Ars Magna Lucis et Umbre, publié à Rome en 1646. C'était un dispositif optique qui servait déjà au XVIIe siècle pour, non seulement pour s'amuser, un jeu optique, mais aussi pour représenter. Vous voyez, le peintre est en train de peindre un arbre qui, bien sûr, est renversé parce que les rayons ont renversé l'arbre. On a dit que Kircher a inventé la caméra obscura, mais c'est le premier à la représenter dans un trait. Elle existait déjà. Ce qui nous amène à la maison de Deleuze. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une monade, vous lisez les 10 ou 20 premières pages d'un livre de Deleuze, Gilles Deleuze, donc Le prix, Leibniz et baroque. Là, on est page 7. C'est pas très loin. Vous pouvez le lire. Le début du livre, d'ailleurs, est assez facile. Et la monade, elle est faite... En fait, c'est un corps à 2 étages, avec 5 ouvertures en bas, qui représentent les 5 sens. Et puis, vous voyez ces petits filaments qui montent vers le haut, et le haut est fermé. Donc, la monade, effectivement, a des fenêtres ouvertes sur le monde en bas, où rentre l'information. Mais en haut, comme un cerveau, la monade est fermée. On pourrait s'étendre très longtemps là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque dite baroque, on s'interroge énormément sur qu'est-ce que la représentation. On invente des systèmes curieux, comme les images anamorphiques, le traité de Dubreuil. On invente des conclaves catoptriques à 2 étages qui pourraient être une représentation de la monade baroque. Vous voyez qu'en bas, il y a 6 ouvertures. Il y a 5 ouvertures, si on suppose que la 6e est occupée par un escalier. Ça vous permet de monter à l'étage supérieur. Vous entrez ensuite dans la porte L et vous vous trouvez dans une salle recouverte de miroirs avec des illuminations translucides. Donc, dans ce cas-là, c'est une espèce de confirmation de ce que Deleuze avait pensé. On a effectivement un exemple baroque d'une monade avec les 5 sens ouverts vers le bas et une espèce de cerveau emmagasinant les images, les réflexions, etc., vers le haut. Vous voyez que la monade, c'est une question architecturale qui se pose très précisément au XVIIe siècle et qui se pose encore aujourd'hui très précisément. Il suffit de transposer les technologies et de savoir passer d'une boîte catalotrique qui appartient à la culture du XVIIe siècle aux technologies qui nous entourent aujourd'hui, comme vous voyez dans cette image. Il y a encore une minute. Alors, comme le livre vient de sortir en France, on vient de l'écrire sur Internet, vous
pouvez-vous nous dire en une phrase quelle place tiennent les livres dans votre vie? Votre réponse sera mise en ligne à côté d'une chronique dédiée à Walter Benjamin, une maison onirique, notamment sur le site web Bonne Lecture France, etc. et d'autres sites, etc. Alors j'ai répondu ce week-end, ce sera ma conclusion. Pour en venir à la place que tiennent les livres dans ma vie, la réponse est énorme. Surtout dans mon appartement où il n'y a plus de place. Plus sérieusement, Benjamin rappelle que l'allégorie baroque est formée de l'union d'une figure et d'une inscription, déterminant tant la part du visible que celle du visible. Tandis que Deleuze énonce que la monade de Leibniz est en soi le livre ou le cabinet de lecture. Et que dans ce cabinet, le visible possède sa lecture et le lisible offre son théâtre. Aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à l'accumulation des données dans le monde d'aujourd'hui, par Internet, etc., c'est peut-être d'un allégoricien dont nous avons besoin, capable de révéler la signification des choses vues et lues à l'initié. Je vous remercie. Je crois que cette soirée va être très longue et que nous sommes relativement en retard, mais je voudrais laisser la place à que quelques questions. Donc, je crois que Alexandre est là. Tu poses quelques questions, il y a des questions à poser. En fait, je voulais vous remercier, M. Bersani, M. Tessot et M. Barrière pour cette conférence qui va être mémorable, j'en suis certain, pour plusieurs d'entre nous. Alors, on va passer à des questions du public, donc je me propose de briser la glace si vous le voulez, mais si vous avez des questions tout de suite, en fait, je vous encourage à y aller. Moi, j'aurais une question pour vous, en fait. Vous avez insisté sur comment on doit s'approprier la philosophie pour l'utiliser pour des objectifs contemporains. Je veux savoir qu'est-ce que vous souhaitez aux théories que vous développez aujourd'hui. Comment est-ce que vous croyez qu'elles peuvent inspirer l'académie et la pratique? Si c'est une autre. Vous avez la question à qui? Vous tous. C'est quoi qui vous parlez de ça? Alors, c'est toi qui le sais. Ou est-ce que je dois être le lecteur encore? Interpréteur. Je pense que je vous ai donné un exemple. J'ai trouvé une citation de Deitch, et j'ai mis en rapport avec le fait que quand je fais du tourisme, forcé ou pas forcé, je me trouve avec des pixels dessinés sur les fenêtres d'un véhicule. Alors, au lieu de dire que c'est ridicule, au lieu de me moquer de ça, j'essaie de comprendre. Bon, bien sûr, pour vraiment analyser ça, il faut rentrer dans l'économie du tourisme, comment le tourisme se vend, comment on va vendre un voyage en car vers l'objet qui est peint, Venise ou Château Frontenac. Et je pense qu'à leur donner un exemple, ce que Benjamin a montré, c'est que, en fait, nous sommes des êtres médiatiques et que les sons, par exemple, si on parle de musique, les sons passent dans notre corps. Donc il parlait du corps qui est traversé par les médias. D'ailleurs, quand quelqu'un allait au cinéma dans les années 30, peut-être différent aujourd'hui, parce qu'il y a l'odeur de pop-corn, il y a l'été bon enfant, etc. Mais dans les années 30, c'était vraiment le grand spectacle. Il y avait un drame, c'était dramatique, voilà, on riait, mais... et chaque spectateur était en face à face avec l'image, il y avait un espèce de rapport direct. Il y a des textes de Walter Benjamin qui l'analysent très bien.
Donc il y a un rapport qui se crée entre l'image cinématographique et le spectateur. Et c'est ça que définissait assez bien. Aujourd'hui, c'est le même genre d'analyse, à mon avis, qu'il faut faire avec d'autres situations qui sont celles d'aujourd'hui. Le fait que, par exemple, nous sommes tous avec notre iPad à toucher à presser un écran, ou d'autres situations. C'est ça que je voulais dire. Ça répond en partie à ce Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir et merci pour la présentation. En fait, c'est dans un sujet fascinant. Ma question est encore très très mal formulée, donc j'essaie en espérant que ça sorte de mon intérieur de façon plutôt claire. Mais justement, je pense que c'est la relation que dont vous parlez entre intérieur et extérieur est très intéressante. Et ce que j'aimerais peut-être vous entendre peut-être commenter, c'est sur la relation du chercheur ou du penseur, de l'architecte par rapport à l'idée de monade. Donc, en fait, ce qui est fascinant, c'est dans les derniers dessins que vous montriez, la pièce intérieure close et on n'y a jamais accès finalement. On peut entrer par la porte, mais donc, si on étudie quelque chose comme monade, comment est-ce qu'on place, nous, chercheurs, penseurs? Est-ce qu'on est toujours à l'extérieur? Est-ce que l'écriture, la recherche que vous faites vous place dans une autre sphère? Donc, c'est peut-être une question. Il aurait fallu définir et décrire longuement la monade de Leibniz. Donc lisez le livre, parce que ça aurait été trop long de le faire maintenant. La monade de Leibniz est un récepteur d'informations, déjà pour Leibniz. Premièrement. Deuxièmement, il dit, dans la monade, il y a une membrane qui vibre. C'est assez extraordinaire de dire ça vers 1700. Les théoriciens, les historiens de l'univers des sciences montrent que la théorie de l'élasticité est apparue, plus ou moins à cette époque-là. Donc il se sert de la théorie de l'élasticité, qui a été inventée à cette époque-là, pour faire une image d'une membrane vibrante qui est capable de capturer, presque d'enregistrer les sons. Et il compare cette membrane vivante à la corde du violon. Donc il a parfaitement conscience du fait que le violon, ce sont des ondes, et que la corde émet des ondes. Ça c'est Leibniz, hein, c'est un génie. Il a déjà compris tout ça. Il n'a pas tout compris, hein, les parties de la biologie, il ne pouvait pas comprendre et tout. Mais ça, il l'a parfaitement compris. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, la monade chez lui, c'était un réceptacle d'informations. Il s'opposait à la conception de Descartes, qui était mécaniste. Et chez lui, elle est beaucoup plus organique, puisque cette membrane, elle est presque vivante. On pourrait faire donc remonter jusqu'à aujourd'hui, faire une histoire des monades. Par exemple, si on prend Sloterdijk, que j'adore, il ne parle pas de monade, il parle de monade, mais il dit aujourd'hui on pourrait la remplacer par la dyade, c'est-à-dire l'union par exemple d'un homme et d'une femme, créant une cellule initiale. D'un homme et d'une femme d'ailleurs, c'est pas forcé. Ça peut être les deux genres, etc. Mais ça crée une cellule de base que lui appelle dyade. Donc vous voyez, ici on est en train de parcourir des thèses qui vous montrent ce qui se passe aujourd'hui, de ce point de vue-là, avec aussi des résonances politiques qu'il faut comprendre, et surtout qui nous permettent de comprendre pourquoi nous sommes tous fascinés par, je donne un autre exemple, par les écrans. Pas facile de comprendre, parce qu'en fait, c'est fait une analyse de votre journée, nous sommes entourés d'écrans, nous les touchions, etc. Ou pas, mais voilà. Donc
ce sont des instruments qui nous sont donnés. La monade d'aujourd'hui n'est plus celle de la vie, le monde a changé, ça c'est sûr. Pour reprendre la question plus par rapport à l'architecture, l'architecte travaille avec la dialectique entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, cette question est fondamentale dans la discipline architecturale. Si l'architecte réfléchit comment on habite dans le monde, donc cette idée, cette séparation doit être pensée. Le monde bourgeois institue une séparation radicale entre l'intérieur et l'extérieur. Donc l'intérieur est une... Donc la maison bourgeoise se définit par cette séparation. Il y a un monde clos, privé, privatisé, hermétique, qui se situe en dehors du monde de la production, du monde de l'industrie, etc. Donc l'espace bourgeois est un espace qui se veut séparé, qui se veut une espèce de construction particularisée. Voilà. Donc, ce que Georges fait avec les maisons lyriques, c'est qu'il déconstruit ça. Donc, l'intérieur bourgeois de séparation, ou l'intérieur, donc on appelle souvent l'intérieur bourgeois comme la formation de l'intériorité moderne, et cristallisée dans l'intérieur bourgeois. C'est qu'en fait, l'intérieur bourgeois devient lui-même un panorama universel. C'est-à-dire que l'intérieur bourgeois ramasse et construit un monde entier, de sorte que de l'intérieur, on peut accéder à tout le monde. Donc, cet jeu dialectique entre l'intérieur et l'extérieur se trouve faussé. Ensuite, on voit la vie parisienne, etc. Paris devient une espèce de champ d'expérimentation où justement ces divisions qui apparaissent a priori très claires sont en fait constamment un peu mises en doute, tant par les représentations de la vie parisienne, etc. Donc cette réflexion sur l'intérieur et l'extérieur permet de penser dans... Et on peut se poser la question justement, à travers la question qui vient d'être posée, dans quelle mesure cette limite est toujours aussi tangible, justement avec les écrans, avec plein de choses. Je crois qu'il y a d'autres fictions qui font que finalement cette barrière existe réellement et à la fois elle n'est plus réelle. Et je crois que cette notion d'espace d'enfermement, d'espace clos, n'est plus tout à fait le même et n'est plus ressenti. Oui, mais ce que je disais, c'est que déjà à l'époque bourgeoise, l'espace clos intérieur était déjà une vue sur l'univers entier. Oui, d'accord. Donc il y avait un modèle dans l'expansion de l'intérieur qui est intéressant de voir comme une espèce de... En fait, on peut le voir comme une allégorie, en fait, déjà de la monade. C'est-à-dire que l'intérieur bourgeois peut être vu comme déjà un pli dans lequel l'univers entier se reflète. Oui, et Georges le décrit très bien d'ailleurs en expliquant que finalement l'espace extérieur se rétrécissant, finalement le bourgeois envahit son espace intérieur et se reconstruit cet univers. Ouais. Mais moi je crois que c'est vrai que le regard sur les frontières et les limites est en train de changer actuellement, puisqu'on posait la question de cette perception du monde extérieur, et que je crois que c'est ce changement de perception qui fait que la limite, finalement, devient différente. C'est-à-dire qu'elle dépend du champ visuel à travers un écran, et non plus à travers un mur. Et je crois que c'est aussi très impressionnant. Bon, il est peut-être pas le temps de boire un petit coup, là. Je vais dire une chose très intéressante. On a 3 événements à célébrer là, à la fois. Je pense qu'il faut célébrer l'exposition de Sébastien qui est montrée là. On a à la fois le livre, la signature du livre de Georges, et on a aussi, si vous voulez, la rencontre que vous devez faire avec Georges et Martin pour leur poser des questions. Et je crois qu'il ne faut pas... on avait demandé à 3 quarts d'heure de retard. Et je voudrais aussi vous dire que je suis très heureux de cette soirée parce que grâce à cette exposition, grâce à la contribution de Georges et de Martin, nous allons avoir une poursuite de cette soirée à travers la création d'un numéro spécial dans Arc qui sera intérieur-intériorité. Et je crois que le débat que nous venons d'avoir et cette dernière question devra s'y traiter, où il y aura à la fois... Est-ce que Pierre Thibault est là?
Non, il est à Istanbul. Il sera minaret, il a raison. Et donc il y aura Pierre Thibault, je crois qu'on aura le plaisir aussi d'avoir notre directeur en tant que représentant d'école, mais aussi en tant que jeune architecte québécois. Et on aura Sébastien, donc on aura 3 architectes qui parleront de leur intérieur. Je crois que Jean-Pierrot a une idée très intéressante justement sur cette notion de limite et de frontière entre l'intérieur et l'extérieur, où en fait, dans certains cas, il projette cet extérieur à l'intérieur. Enfin, il y aura donc, si vous voulez, dans ce journal, plein de questions à travers la création d'intérieurs réels, d'architecture, et où on voit très bien la problématique que posait Georges, justement à travers l'intérieur bourgeois, de se recréer le monde dans un intérieur. On voit très bien la problématique de Sébastien, qui est en fait aussi de se créer un espace à l'intérieur qui évacue cet extérieur. Et donc, ce sont un certain nombre de problématiques qui sont très contemporaines et qui continuent justement les problématiques posées par le livre et qui sont posées par Georges dans son livre. Merci Georges.